Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Bienvenue dans Nouveau CEO, le podcast de ceux qui veulent créer un business en ligne au service de leur vie. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Je pense que ça s'entend à ma voix et mon énergie. Je suis excité parce que ça fait 15 jours que je n'ai pas sorti de podcast. J'ai une liste de sujets longs comme le bras, donc évidemment, on va en parler aujourd'hui dans cet épisode. Et vous allez comprendre aussi pourquoi j'ai pas pu poster de podcast la semaine dernière. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous n'êtes pas au courant. Donc, on va clarifier ensemble tout ça. Aujourd'hui, beaucoup de sujets intéressants. On va parler de mon low ticket funnel. On va faire le point sur les résultats que j'ai obtenus sur le mois de février. On va parler de la publicité Facebook, de ce que j'ai appris finalement ces dernières semaines en termes de meilleures pratiques. On va voir comment est-ce qu'aujourd'hui une mauvaise idée peut se transformer littéralement en un projet qui va changer les résultats de votre business et parfois même peut changer votre vie. Et non, je ne mâche pas mes mots, vous allez comprendre pourquoi. On va voir aussi pourquoi les feedbacks ne sont pas forcément qu'une question d'expertise et pourquoi parfois vous devez écouter des gens qui sont moins avancés que vous sur certaines thématiques. On va parler de mon système simple pour gérer les haters et les envoyer bouler d'un claquement de doigts. Je ne sais pas si c'est l'expression, je crois que c'est d'un tour de bras, d'un truc comme ça, mais vous avez compris. On va parler aussi d'Instagram aujourd'hui, la stratégie ultime des réels d'essai. Donc on va faire le point ensemble, quelle est cette stratégie, pourquoi tout le monde en parle, quel est mon avis là-dessus et surtout comment bien l'utiliser. Vous allez voir que ça va être un petit peu différent de ce que font la plupart des gens. Et on va terminer sur la vraie quête de liberté. Quelle est cette quête de liberté et pourquoi elle a changé au fil des années. Il y a d'autres sujets qui englobent tout ça, mais vous allez voir, c'est un épisode qui va être comme à son habitude, assez complet. Donc prenez un café, un thé, sortez vous balader, prenez à manger, mettez-moi sur la télé, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, ça va être long, donc asseyez-vous. On est parti avec cette première partie, ce premier bloc qui traite un petit peu des news du mois. Je le fais à chaque fois. Je trouve que c'est cool, ça permet de faire un petit point finalement sur ce que j'ai mis en place sur le mois précédent. Quelles ont été les annonces, les choses qui ont évolué. Donc la première news, on en parlait au début, c'est les résultats de mon low ticket funnel. Alors pour ceux qui ne savent pas toujours ce que c'est un low ticket funnel, c'est que vraiment vous vivez dans une grotte puisque j'en parle depuis littéralement des mois maintenant. Voilà, c'est un petit produit à 17 €, c'est un tunnel de vente qui est basé là-dessus. Les résultats au mois de février ont été extrêmement intéressants puisque je parle uniquement pour l'aspect publicité, ici pas pour l'aspect contenu organique, mais pour 1 800 € dépensés en publicité sur le mois de février, on a encaissé donc le CATTC, et pareil c'est dépensé TTC, 7 697 € générés en 28 jours. Donc ce qui fait un beau ROAS de 4 environ. Donc extrêmement content, très intéressant, sans compter évidemment que là c'est du CA généré, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a encaissé quasiment, on a fait rentrer plutôt 299-300 personnes environ dans la base client, donc 300 nouveaux clients, des clients qui ont déjà acheté d'autres produits, donc je ne l'ai pas pris en compte dans le calcul juste ici, mais on commence petit à petit à avancer vers l'objectif que je m'étais fixé, de me dire ok, le goal c'est de rentrer entre 300 à 500 nouveaux clients par mois, comme ça moi je fais grossir ma base de clients, je travaille petit à petit après avec cette base de clients. Donc il y a quelques petites choses que j'ai améliorées, que j'ai changées sur le ticket funnel. Donc j'ai fait beaucoup de tests au niveau des publicités. On reviendra juste après dessus. J'ai fait un point, une leçon globale sur la publicité. Mais néanmoins, enfin notamment plutôt, ce que j'ai fait en termes de tests, et je lançais ça hier, donc on verra les résultats dans les semaines qui arrivent, c'est qu'en fait j'ai créé et plugué une séquence de vente directement après l'achat du produit sur un autre produit. Donc normalement c'est censé augmenter la LTV sur les 30 premiers jours. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. J'ai mis ensuite en place un système de récolte de témoignages assez optimisé. Donc j'ai commencé à avoir des feedbacks hyper intéressants sur le produit, donc extrêmement content. Et en fait, l'avantage, c'est que je vais prendre ces feedbacks et ces témoignages et les réutiliser dans ma propre communication pour la publicité, puis faire entrer de nouvelles personnes à l'intérieur de tout ça. J'ai pas encore non plus forcé sur l'organique, donc toujours pas de podcast, toujours pas de vidéo YouTube sur le sujet. Quelques réels Insta, mais vraiment pas grand chose. Donc pour l'instant, on est focus à 100% sur la publicité. Le but, c'est de l'emmener aussi loin que possible. À côté de ça, et c'est la raison pour laquelle j'ai pas posté d'épisode de podcast la semaine dernière, j'avance du coup sur la formation Low Ticket Funnel parce que vous me l'avez demandé depuis que j'ai lancé le programme. Ça fait depuis janvier que je reçois des DM.
tous les jours, littéralement, je reçois 2-3 DM minimum pour savoir quand sort le programme. Sachez que c'est la raison pour laquelle j'ai pas posté la semaine dernière. Je suis actuellement dans un tunnel complet. J'ai tout arrêté, les projets, il n'y a pas de vidéo qui sort, il n'y a rien, même pas de podcast. J'ai arrêté de poster sur Insta parce que je consacre 100% de mes journées à gérer mon business, évidemment, parce qu'il y a des priorités quand même, mais à avancer sur le ticket funnel. Là, j'ai la structure globale du programme. C'est un programme qui va être extrêmement complet. C'est la raison pour laquelle ça prend du temps. C'est parce que je veux qu'il soit le plus complet possible pour ne pas vous abandonner à un moment en plein milieu du programme alors qu'on pourra aller extrêmement loin. Par exemple, j'ai terminé ce matin le dernier module sur le scaling, donc comment scaler votre lot ticket funnel à plus de 10K par mois. Alors c'est pas une promesse évidemment, mais en gros les méthodes que moi j'ai mis en place pour justement scaler le ticket funnel. Et il y a dans ce module-là 10 méthodes qui sont condensées et toutes les stratégies que vous pouvez mettre en place. Et je voulais pas m'arrêter seulement à une ou deux méthodes, je voulais pas juste vous expliquer en survolant, mais on rentre vraiment dans le deep sur chacune des méthodes. Pareil pour la partie publicité, pareil pour tout le reste, ça va être vraiment très complet, c'est pour ça que ça prend du temps. Et désolé pour les impatients, mais je préfère que ça prenne 2-3 semaines de retard, 1 mois de retard, mais vraiment vous sortir un truc hyper quali qui vous amène le résultat que vous espérez avoir, plutôt que de bâcler le truc, de vous sortir ça en 2 semaines, juste histoire de dire c'est sorti. Donc, voilà pour la petite news sur le lot ticket funnel. 2 autres nouvelles. Il y a une promotion exclusive qui est bientôt disponible. Alors, je ne sais pas si c'est cette semaine normalement. C'est lundi, donc le lendemain de la sortie de ce podcast. Une promotion que je n'ai jamais faite parce qu'il ne s'agit pas de la promotion sur un produit ou d'un petit truc. C'est un pack que j'ai créé, un pack de formation qui s'appelle Le Système. Et Le Système, c'est un pack qui va vous aider à développer votre business et scaler vos résultats, générer plus de revenus sans sacrifier votre vie, votre temps, ni votre liberté. Donc je vous laisse découvrir tout ça. C'est un pack de 3 formations et il y a une très très grosse réduction sur le pack. Je mettrai le lien juste en dessous dès que le pack sera disponible. Dernier point et non des moindres, j'ai réouvert aussi quelques places de call pour le déclic. Donc si vous voulez qu'on travaille pendant 1 heure sur votre business, il y a le lien juste en dessous. Attention, ça part très vite. L'autre fois j'ai fait une story, la moitié des places sont parties en 1 heure à peine. Donc si vous voulez les réserver, il y a encore quelques créneaux sur mars et on verra quand j'ouvrirai les prochaines sur avril. Bon, on a terminé cette introduction. On rentre maintenant dans le vif du sujet. Tous les liens que j'ai mentionnés seront en dessous à chaque fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur Instagram ou m'envoyer un email. La première leçon, c'est concernant la publicité Facebook, parce que j'ai survolé un petit peu les résultats qu'on a obtenus, etc. Mais en fait, il faut savoir que sur le mois de février, donc on a fait quand même beaucoup de ventes via la pub Facebook, quasiment toutes les ventes, et on a eu un beau ROS, donc on a fait plus de 6 000 € de bénéfices nets sur la publicité, mais ça m'a demandé pas mal de travail. Alors, pas forcément en termes de temps, parce que une fois qu'on a lancé des pubs, il faut juste en recréer, et c'est pas quelque chose qui prend des dizaines d'heures, mais tous les jours, je créais ma petite pub, je faisais des petits trucs comme ça, bon peut-être pas tous les jours, mais 2-3 fois par semaine, et j'ai dû créer en tout peut-être une trentaine de pubs sur le mois de février, et j'ai testé pas mal de choses, et il y a 3 leçons que je tire de cette expérience qui peuvent potentiellement vous intéresser. La première, et ça c'est plutôt une leçon générale, je me rends compte maintenant, c'est que la publicité en fait ça achète du temps. Ça achète du temps et ça achète... Pourquoi ça achète du temps ? C'est parce que ça achète des impressions. En fait, souvent, on va vous dire « Oui, Tony, alors voilà, fais de la pub, ou tu devrais faire de la pub, ou je veux faire de la pub, parce que j'ai envie de générer des revenus, parce que j'ai envie de faire de l'argent, parce que j'ai envie de X, Y. » Sauf qu'en fait, la publicité, c'est ni plus ni moins que d'acheter du trafic, d'acheter des impressions. C'est la seule chose que ça fait. C'est-à-dire que votre contenu, votre réel, moi je fais beaucoup de réel en vidéo, mais vous allez voir que c'est pas le plus efficace. Votre réel, votre post, vos stories, ce que vous voulez, donc en format pub ou en format organique, au lieu de le poster sur Insta et que ça fasse 20 impressions, 100 impressions, 1000 impressions, 10 000 impressions, bah là vous allez insérer de l'argent dans la machine et cette machine va vous imprimer entre guillemets des impressions. Et c'est important de comprendre ça pour 2 raisons. La première, c'est que la publicité ne garantit pas des résultats. La publicité, ça garantit qu'une chose, c'est du trafic et des impressions. Et donc en fait, vous pouvez avoir la meilleure stratégie publicitaire du monde, la meilleure stratégie d'impression de ce que vous voulez au monde, si vous n'avez pas un bon produit derrière, ça ne se vendra pas. C'est comme si demain je payais des gens pour rentrer dans votre restaurant, mais si en fait il n'y a pas de menu à acheter, il n'y a rien à bouffer, bah en fait les gens n'achèteront pas. C'est un peu la même idée. C'est juste que vous allez détourner une source de trafic en payant. Et la deuxième chose, et ça c'est un mindset que j'ai commencé à avoir, un truc que j'ai commencé à comprendre, c'est qu'en fait la publicité c'est quelque chose de magique, d'autant plus quand on a déjà une base d'organique, évidemment. Mais c'est un truc magique parce que, on le disait avant, ça achète des impressions et par conséquent, ça achète du temps. Pourquoi ? Parce que, littéralement,
ce que j'ai généré en pub là sur les 30 derniers jours, enfin même pas le mois dernier, donc ça fait 28 jours, ça ne m'a demandé littéralement aucun effort en termes de contenu. Je dis bien en termes de contenu, j'ai dû gérer quelques pubs, mais honnêtement, si ça se compte en peut-être 2 heures dans le mois, 2-3 heures dans le mois, c'est quelque chose qui tourne finalement, parce que ce qui fait avancer la machine, ce qui génère des impressions, en fait c'est l'argent. Et à partir du moment où vous avez de l'argent, vous générez des impressions. Si le système derrière est bon, si le produit est bon, si l'accroche est bonne, si la page de vente est bonne, s'il y a un bon fit avec les audiences, en fait vous allez vendre. Et ce changement de mindset, en fait, il m'a fait changer d'avis par rapport à la pub. Et vous allez voir, je vais vous parler après de mes 2 précédentes expériences au niveau de la pub et pourquoi est-ce que celle-ci est bien différente. Ça m'a fait changer de mindset et je me dis, ok, c'est incroyable parce que ça me permet aujourd'hui enfin d'avoir un système où l'énergie que je mets, c'est pas une énergie temporelle. C'est pas une énergie d'effort, c'est pas pour générer plus de revenus, je dois créer plus de contenu, je dois faire ça, je dois mettre en place tel système ou quoi. Je dois dépenser plus d'argent. Je grossis les traits évidemment, mais en tout cas, c'est une très bonne idée. Deuxième leçon concernant la pub, c'est que pour l'instant, des tests que j'ai faits, le format le plus rentable, c'est un simple visuel. J'ai testé plein de choses. J'ai testé les photos, selfies de moi, les photos appareil photo. J'ai testé des réels avec plein d'accroches, facecam où j'apporte de la valeur, etc. J'ai testé des réels fun, j'ai testé plein de trucs. Et j'ai aussi testé évidemment des visuels. Quand je dis visuel simple, c'est quoi ? C'est la photo du produit, le titre, la promesse et le prix. Donc c'est le protocole, 7 jours pour développer ton compte Instagram et trouver des clients, 17 €, garantie satisfait ou remboursé. Et quand je vous dis que c'est la campagne la plus rentable, sur certaines audiences, notamment les audiences chaudes, on arrive à des coûts par résultat, c'est-à-dire combien me coûte un client, à 99 centimes. Et je ne parle pas de lead, c'est-à-dire je paye 1 € pour un client qui en débourse minimum 17. Et en vrai, beaucoup plus parce qu'il y a après des upsells et compagnie qu'il y a derrière. Mais en fait, c'est hyper intéressant parce qu'à la base, c'est pas du tout le format que je croyais gagnant. C'est la raison pour laquelle, notamment sur Facebook, mais pas que, il faut quand même beaucoup itérer et tester différentes choses. Et la dernière leçon, c'est que plus d'impressions, plus de vues, ne veut pas forcément dire plus de ventes. J'ai testé un format qui est en train de tourner encore sur certaines audiences, donc peut-être que vous allez toujours le voir la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Un format un peu plus fun, avec vraiment une accroche qu'on voit passer, c'est une tendance en ce moment, où en fait je suis au bord de la piscine et puis je fais genre que je suis pisciniste, enfin bref, vous verrez sans doute passer la publicité. Et j'avais vu passer cette pub sur d'autres contenus, notamment au format réel, même en organique, et je trouvais ça hyper intéressant. J'ai adoré le format, l'accroche est géniale, je trouvais que c'était marrant et tout, et je me suis dit pourquoi pas tester ça au format pub. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et c'est une pub qui de suite a drivé beaucoup de trafic. C'est-à-dire qu'en fait, Facebook va adapter le budget en fonction des pubs qui génèrent le plus de trafic, le plus de clics, de rétention, etc. Et c'est une pub qui a directement cartonné à ce niveau-là. Le problème, c'est que c'est une pub qui ne faisait pas de vente. Qui était, alors, sur certaines audiences, on a fait des ventes, mais c'était 2, 3, 4, 5 fois moins rentable que des réels que je pouvais faire en POV ou même, encore une fois, que le visuel dont je vous ai parlé précédemment. Et c'est intéressant de voir que, encore une fois, on peut itérer et se tromper. Le format que je pensais comme étant le plus rentable est finalement le moins rentable, et le format que je pensais comme étant le moins rentable est le plus rentable. Mais c'est surtout intéressant de voir que parfois, et ça fait beaucoup écho finalement avec le contenu, quelque chose qui s'adresse à la masse, parce que c'est un peu l'idée là, c'est de dire ok, on fait un truc fun, on va essayer de catcher un maximum de personnes, on va essayer de jouer avec l'émotionnel des gens, de les faire rire, en fait c'est loin d'être le plus intéressant, parce que finalement vous avez beaucoup de touristes qui s'arrêtent, j'ai reçu pas mal de commentaires aussi sous cette publicité, et donc je me dis est-ce que je vais peut-être, pourquoi pas, me rediriger vers des formats qui sont beaucoup plus précis sur des problématiques liées à mon audience et qui touchent beaucoup moins la masse. Donc ça, c'est les 3 grandes leçons que j'ai pu retenir de ce dernier mois de test au niveau de la publicité. Maintenant, le sujet suivant, c'est toujours lié à la publicité, mais c'est le bilan de mes 2 anciennes expériences avec la pub et pourquoi cette fois-ci c'est bien différent. En fait, la publicité, donc mettre de l'argent sur Facebook et Instagram pour vendre mes offres, c'est pas la première fois que je le fais. Je l'ai fait 2 fois dans le passé, et je l'ai fait 2 fois, je l'ai fait plusieurs fois d'ailleurs, je l'ai fait 3-4 fois, 2 fois seul et 2 fois avec des agences, ok ? Et c'était des bonnes agences qui avaient de la data, qui dépensaient de l'argent, qui avaient d'autres clients, qui avaient des résultats, donc il n'y avait aucun problème à ce niveau-là. Et en fait, ça n'a jamais vraiment fonctionné, ça n'a jamais vraiment décollé.
À chaque fois, on faisait bien le travail. Moi, j'avais mes pages de vente, c'était des produits qui se vendaient déjà, c'était l'académie, c'était d'autres offres comme ça avec beaucoup de témoignages, etc. On mettait en place le système, on faisait la publicité, ils géraient tout et on n'était pas rentable sur les pubs. Et pendant longtemps, justement, je me suis dit, en fait, la pub, c'est pas pour moi. Juste, c'est pas mon modèle, ça me correspond pas, ça marche pas avec mes produits, ça marche pas avec mon audience, donc ça sert à rien et je vais arrêter là. Et donc, je me suis dit, quand j'ai voulu tenter de lancer le ticket de funnel, on va quand même réessayer. Je mets un peu de budget, je compte 200-300 euros ce mois-ci, je lance le test et je verrai plus tard. Et comme on en a déjà parlé, ça a cartonné. Pourquoi ça a cartonné? C'est quoi la grande différence entre les modèles de pub classiques qui ne marchaient pas pour moi avant et ce modèle de publicité-là? C'est que le modèle que moi, personnellement, j'utilisais avant, c'est le modèle qu'utilisent beaucoup d'entrepreneurs. C'est qu'on fait de la pub pour y générer du lead. Et ce lead, on va essayer de lui vendre quelque chose. Donc, par exemple, je fais une vidéo, publicité, puis je redirige les gens vers une masterclass gratuite. Okay, cette masterclass, les gens la regardent, je parle d'une thématique dedans, je parle d'une offre, et puis à la fin, ils ont une offre pour accéder à ma formation, l'académie. Ou alors, ils n'ont pas une offre, mais ils réservent un appel, ou ils font d'autres choses, peu importe. Et en fait, le souci les inconvénients de cette méthode, c'est premièrement que vous avez des coûts par lead qui sont très élevés. C'est-à-dire que vous allez dépenser beaucoup d'argent pour faire entrer des gens justement dans votre masterclass et essayer de convertir les quelques pourcents à la fin. Je vous donne un exemple, si jamais vous voulez faire, 10 ventes, il faut peut-être faire rentrer à l'intérieur de votre masterclass 2, 3, 400 personnes. Et si vous payez votre lead, 5, 10, 15 euros, ça fait en moyenne 3, 4 000 euros. Donc vous avez intérêt derrière à avoir un produit qui coûte extrêmement cher. Donc on a un modèle comme ça où on paye au lead, donc que la personne achète ou n'achète pas, ça ne change rien, on la paye du moment qu'elle laisse son mail. Le deuxième problème que j'avais, c'est que vu que je vendais un produit qui était cher, sur une audience qui est froide, c'était très compliqué, étant donné que les gens ne me connaissaient pas, très dur de vendre une offre à 5, 6, 700, 800 euros au bout de 2-3 jours seulement par mail. Et la dernière chose, c'est surtout que c'est un modèle qui me demandait beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement pour tester réellement le modèle. Parce que c'est ce qu'on disait précédemment, le fait de payer au lead fait que vous devez investir beaucoup d'argent pour faire entrer beaucoup de personnes dans la machine pour avoir des datas suffisamment intéressantes. C'est très dur de tirer des conclusions sur un tunnel de vente complet si vous avez 20 personnes qui sont rentrées dans ce tunnel. Il faut des centaines, voire des milliers de personnes pour vous dire, ok, il y a eu 1000 personnes qui ont intégré ma masterclass. Sur les 1000, il y en a tant qui ont vu la vidéo, il y en a tant qui ont cliqué, il y en a tant qui ont appelé. Et là, on peut tirer des conclusions, savoir si oui ou non ça marche. Alors pourquoi dans ce nouveau modèle, c'est très différent? Parce que là, on n'est pas dans une quête de lead. C'est-à-dire, on ne va pas payer pour qu'une personne laisse son mail. Il y a un autre problème dont je n'ai pas parlé aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui laissent des faux mails, ils regardent la masterclass, ils téléchargent le cadeau, puis après ils disparaissent. Donc ça aussi, c'est une énorme perte financière. Sauf que là, dans ce modèle du low ticket funnel, vu qu'on ne cherche pas du lead, dès que quelqu'un va laisser du coup son mail, c'est parce que cette personne a acheté. C'est-à-dire qu'on a un coût par résultat qui est directement lié à notre chiffre d'affaires. Si une personne finalement laisse son mail, achète le produit, c'est parce qu'elle a dépensé finalement 17 euros. Et ce qui est intéressant avec ces modèles-là, c'est qu'on peut être rentable dès le premier jour. Et c'est ce que moi j'ai fait, j'étais rentable dès le premier jour, ce qui fait que l'argent que j'avais gagné le premier jour m'a permis à financer le deuxième jour de pub. Le tout premier jour, j'ai dépensé 20 euros, j'ai fait peut-être 2-3 ventes, je sais plus. Donc au total, j'ai généré peut-être 50 euros. Les 50 euros m'ont financé les 2 jours qui ont suivi et ainsi de suite. Le deuxième avantage, c'est que sur du trafic froid, ça marche extrêmement bien. Étant donné que vous vendez une offre pas chère, en fait, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'arguments marketing pour convaincre la personne. Et le troisième argument, le troisième avantage, c'est surtout que vous avez un modèle qui est analysable à petite échelle. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de dépenser 4 000 euros, 5 000, 10 000 euros pour savoir si votre modèle il est rentable ou s'il fonctionne ou il ne fonctionne pas. Vous dépensez 300 euros sur une semaine et vous allez très vite voir si ça va marcher ou si ça ne marche pas. Parce que vous êtes justement censé générer des revenus dès le départ. Donc, ça, c'est la deuxième leçon. C'est que finalement, parfois, c'est pas le modèle qui marche pas. C'est pas le truc qui ne marche pas en lui-même. C'est pas la pub qui ne marche pas. C'est juste qu'il faut peut-être l'adapter un petit peu différemment. Il faut peut-être changer légèrement la stratégie par rapport à ce qui vous convient et réessayer une nouvelle fois, mais avec un angle différent, un modèle différent. Donc, je prends un peu la métaphore avec Instagram par exemple. Peut-être que vous avez testé plein de fois les réels, que ça n'a pas marché pour vous, mais peut-être qu'il faut juste tester une nouvelle fois, mais avec un angle différent, un modèle différent, une façon de faire différente que vous n'avez pas encore testé avant, pour voir si oui ou non ça peut donner quelque chose de différent. Et justement en parlant de ça, leçon suivante, une mauvaise idée peut certainement en être une bonne, et en réalité vous êtes à un projet de changer votre vie.
Alors, là, vous allez me dire, Tony, t'es un peu utopique, un projet de changer sa vie. Oui, vous êtes à un projet de changer votre business et par conséquent de changer votre vie. Pour ça, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je vous dis qu'une mauvaise idée peut certainement en être une bonne. Depuis le début, on parle du ticket de funnel, c'est un peu le highlight du mois de février, tout ce qui s'est passé, ce qu'on a lancé, etc. Mais en réalité, ce projet a failli ne jamais voir le jour. En fait, quand on brainstormait avec Jess, avec l'équipe, bref, je discute de mes projets, de ce que je veux lancer évidemment avec les gens qui m'entourent. Puis je dis voilà, moi j'ai envie de tester ça, on peut faire ça, on peut essayer ça. Puis j'écoute les feedbacks. Et à la base, ce funnel n'était pas du tout favorable. C'est-à-dire que Jess me disait que c'était peut-être pas une bonne idée, que le marché français n'allait peut-être pas bien répondre parce que ça se faisait beaucoup aux États-Unis. Puis j'ai eu quelques autres échos comme ça en disant ouais, je sais pas, tu devrais plutôt te concentrer là-dessus, plutôt faire ça. Et j'ai failli écouter justement un peu ces avis-là, mais au fond de moi, je me suis dit ok, quand je voyais ce modèle sur d'autres entreprises, je me suis dit quand même ça a l'air hyper intéressant. Au pire, ce que je vous disais précédemment, ça demande peu d'investissement, notamment au niveau publicitaire. Ce que je fais, c'est que je crée le produit, je lance, je teste et je vois. Si ça marche, bah, tant mieux. Finalement, c'est que on a bien fait de pas écouter nos petites voix intérieures. Et si ça marche pas, tant pis. J'aurais essayé et puis on passe à autre chose. Et la vérité, du coup, c'est que ça a cartonné. Ça cartonne et c'est aujourd'hui, je pense, un des trucs qui va avoir le plus d'impact sur mon business en 2025. Et en fait, c'est pas le seul sujet. L'école des formateurs, qui est aujourd'hui sans doute l'une des formations qui a eu le plus d'impact dans mon business, on a failli pas lancer cette formation non plus. Alors peut-être que je l'aurais lancé un jour, je sais pas, mais en tout cas, sur le papier, au début, on se posait la question de savoir si c'était le bon moment ou pas, puis il y avait d'autres formations, puis il y avait d'autres projets, puis on se disait, ouais, peut-être plus tard, je sais pas si c'est vraiment dans les papiers. Et puis encore une fois, au bout d'un moment, on s'est dit, bon bah, vas-y, je pense que c'est le bon moment, on va lancer, on va voir ce que ça donne. Et en fait, la vérité, c'est que une grande partie des projets que j'ai lancés dans mon business et qui m'ont rapporté la grande majorité des résultats, parce que ce que vous devez comprendre dans une entreprise, la fameuse loi Pareto 20-80, c'est que ça fonctionne à tous les niveaux, au niveau de la productivité, au niveau des réseaux sociaux, mais ça fonctionne aussi au niveau des produits, au niveau des modèles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 20% de mes formations qui m'amènent 80% des résultats. Et croyez-moi, parmi ces 20% de formations qui amènent 80% des résultats, il y a bon nombre de programmes qui n'auraient, sur le papier à la base, pas dû voir le jour. Et c'est la leçon importante que vous devez comprendre aujourd'hui. Les entrepreneurs qui réussissent émettent des hypothèses, itèrent, et passent rapidement à l'action. Et en fait, vous devez aujourd'hui ne pas avoir peur d'émettre des hypothèses, de prendre un projet, de le lancer, de voir ce que ça va donner. Parce que peut-être, évidemment, que ça va être un énième projet qui n'était pas le bon projet, c'était pas la bonne idée, c'était pas le bon truc, et on passe à autre chose. Là, évidemment, je vous ai parlé des trucs qui ont très bien marché, mais il y a beaucoup de projets que j'ai lancés. Encore une fois, j'ai itéré, je me suis dit, ok, je me lance, je vois ce que ça donne. Comme j'avais lancé à l'époque un membership, et en fait, le membership, bon, ça n'a pas pris, ça me correspondait pas, donc j'ai arrêté. Donc évidemment, il y a des projets comme ça qui vont pas prendre, qui vont arrêter, mais par contre, croyez-moi que dans le lot, il y aura beaucoup de projets qui vont être les projets game changer de votre business et par conséquent, les projets game changer de votre vie. Donc ne vous arrêtez pas à des suppositions, ne vous arrêtez pas à des avis, ne vous arrêtez pas à cette petite voix dans votre tête qui vous dit que c'est pas le bon moment, qui vous dit que c'est pas possible, qui vous dit que c'est peut-être plus tard, alors que si vous avez l'impression que tous les feux sont ouverts pour le faire maintenant, faites-le maintenant. Et si ça marche pas, tant pis, c'est pas grave, on aura essayé. Et si ça marche, tant mieux. Rappelez-vous une chose, et ça vient un peu consolider les leçons qu'on traite depuis le début sur la pub, sur les projets et compagnie, c'est que la seule chose qui a raison aujourd'hui, le seul argument qui est valable, c'est la donnée et c'est la data. Donc ça marche pour les pubs, on peut itérer plein de choses. Cette publicité, elle va pas marcher. Qui achète sur un visuel ? En fait, beaucoup de monde. Cette publicité, elle va cartonner. Les réels qui traitent de ce sujet-là, avec cet angle-là, de cette façon-là, ils marchent trop bien. Donc en pub, forcément que ça va marcher, alors que ça fait pas de vente. Et comment j'arrive à prendre des décisions une fois que j'ai lancé les pubs ? Sur la data. Est-ce que les gens ont regardé ou pas ? Est-ce qu'ils ont cliqué ? Est-ce qu'ils ont acheté ? Ok, ils ont regardé, ils ont cliqué, mais ils n'ont pas acheté. On arrête et on fait autre chose. Et on itère, et on émet des hypothèses, et on teste. Et il y a bien un moment où je vais trouver la pub gagnante qui va me rapporter 80% des revenus de mon lot ticket de funnel et que je vais laisser tourner pendant 2 ans. C'est probable. Mais c'est pareil sur tous les domaines de votre vie. Donc, encore une fois, les entrepreneurs qui réussissent itèrent, émettent des hypothèses, passent rapidement à l'action
et souvent lancent des projets qui changent la donne. Leçon et conseil suivant. Pourquoi les feedbacks ne sont pas qu'une question d'expertise ? Je voulais traiter de ce sujet parce que c'est un sujet qui, à mon sens, est extrêmement important. Alors, ce que j'entends par là, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, malheureusement, qui ne vont pas prendre de feedback de gens qui sont moins avancés qu'eux à un certain niveau. Donc, exemple, je fais 10 000 € par mois, tu fais 5 000 € par mois, donc tu es moins, entre guillemets, encore une fois, je mets des guillemets, tu es moins avancé que moi sur ce sujet, tu génères moins de revenus que moi, donc je ne vais pas écouter tes feedbacks. Techniquement, j'écoute que les feedbacks des gens qui sont plus avancés. Et vous savez, c'est un peu ces trucs de citation là, faut t'entourer des gens qui sont au-dessus de toi, faut pas être le plus intelligent d'une pièce, ce genre de trucs. Alors oui, ça a des avantages, ce que vous voulez, mais je trouve que ça amène ce genre un peu de réflexion de se dire, en gros, ok, avant d'écouter ta réponse, dis-moi combien tu gagnes. Tu gagnes moins que moi, je t'écoute même pas. Et je pense que c'est une grosse erreur de réfléchir comme ça, pour 2 raisons. La première raison, c'est que les résultats qu'a une personne aujourd'hui n'ont pas grand-chose à voir avec sa capacité à élucider des problèmes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une personne qui génère 5 000 € peut être autant, si ce n'est parfois plus pertinente, qu'une personne qui fait 10, 15, 20, 30 000 € pour vous faire un feedback sur une problématique business. Pourquoi ? Parce que petit 1, elle peut avoir une façon de voir le monde ou une façon de voir les choses qui est différente de votre façon de voir le monde ou de voir les choses, un prisme différent qui fait qu'elle va réussir à choper une idée ou un angle que vous n'auriez pas vu. Il y a plein de gens qui ont des très bonnes idées qui pour autant n'ont pas beaucoup de résultats. Les deux ne sont pas opposés. Deuxième chose, les résultats qu'a cette personne-là peuvent découler d'un choix. Et ça, on l'omet. C'est-à-dire que si je reprends les revenus ça veut tout et rien dire. On en a déjà parlé plein de fois, mais faire 10 000 € et marger à 20% et faire 5 000 € et marger à 100%, c'est pas pareil du tout. C'est beaucoup mieux de faire 5 000 et de marger à 100%. Donc, il y a cette définition-là aussi. Et dernière chose, et non des moindres, c'est que parfois, à cause du syndrome de l'expert, on va se retrouver à être décorrélé finalement de la réalité, décorrélé du terrain. Et quand on est dans des thématiques comme les nôtres, où on aide des gens, où on accompagne, où on résout des problèmes, parfois on peut être éloigné aussi du terrain et par conséquent des problématiques. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai voulu relancer les consultings grâce au déclic, c'est que j'avais ce besoin de me reconnecter au client, de rediscuter avec lui pour me reconnecter aux problématiques qu'on rencontre. Et ça, c'est encore une fois game changer parce qu'il y a des choses à cause du syndrome de l'expert qui pour vous vont paraître évidents. Par exemple, créer un tunnel de vente, moi je l'ai fait des dizaines, si ce n'est des centaines de fois. Bon, c'est évident pour moi, je vois pas pourquoi je sortirais une formation sur le sujet. Et qui plus est, si j'en sors une, je vais me dire, ok, je mets ça dedans, puis ça, et puis c'est terminé. Les gens savent ce que c'est un order bump, un upsell, un machin. Et je vais peut-être discuter avec cette personne qui est moins avancée que moi dans la thématique, et elle va me dire, mais en fait, pas du tout. Moi, je sais pas ce que c'est. Moi, j'aimerais bien que tu m'expliques ça, et ça, et ça. Et en fait, dans ta formation, Tony, t'as aussi oublié ça. Parce que toi, ça fait 10 ans que tu le fais en automatique. Et en fait, peut-être que tu l'as délégué, peut-être que machin. Mais moi, je vais le faire en partant de zéro. Et donc, parfois, c'est même des feedbacks qui sont beaucoup plus valorisants ou beaucoup plus pertinents que des personnes qui sont plus avancées. Donc, mon discours, en fait, ici, il est de dire, quand il s'agit de récupérer de l'information, de récupérer du feedback, ne jugez jamais ou ne prenez jamais en compte, entre guillemets, l'expertise de la personne sur le sujet. Prenez simplement ce qu'il est en fait, c'est-à-dire la qualité du feedback. Parce qu'encore une fois, croyez-moi, j'ai vu des gens beaucoup moins expérimentés sur certains sujets me donner des conseils beaucoup plus pertinents que des gens plus expérimentés sur le même sujet. Et je termine avec une simple histoire que je trouve assez intéressante, qui est liée un peu à ces sujets-là, le syndrome de l'imposteur, toutes ces choses. C'est que Michael Jordan était bien meilleur au basket que son entraîneur. Et j'aime bien cette métaphore parce que elle vient balayer encore une fois du revers de la main cette notion de se dire, en fait, je vais pas écouter tes conseils, mec, parce que t'es moins bon au basket que moi. Mais du coup, si on est le meilleur joueur du monde, on ne peut pas se faire coacher techniquement parce qu'on est le meilleur joueur du monde. Donc, il y a vraiment cette notion de se dire que certaines personnes peuvent ne pas être très bonnes à exécuter un jeu. Donc, le coach de Michael Jordan est sans doute bon au basket, mais sans doute qu'il n'est pas meilleur que Michael Jordan au basket. Mais par contre, il est peut-être excellent pour entraîner les gens à devenir bons au basket. Donc il y a ces notions-là aussi qui sont importantes, qui sont à prendre en compte. Leçon suivante, on va parler rapidement de mon système simple pour gérer les haters. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Parce que je m'y attendais.
Depuis que je fais de la pub, il y a forcément quelques petits loustiques qui viennent laisser des petits commentaires marrants. Bon, c'est rien de bien méchant, mais on a le droit aux petits scams dans les commentaires, aux petits encore une formation, on va rien apprendre, ce genre de truc. J'ai l'habitude, c'est pas la première fois que ça arrive, mais je trouvais ça intéressant de vous expliquer, moi, en tout cas à titre personnel, comment je gère les haters. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai une façon de gérer les haters qui est bien différente de la manière dont je les gérais il y a quelques années. Et pour moi, je vais dissocier en fait les actions que vous allez mettre en place en 2 groupes. Le premier groupe, c'est quand vous avez peu d'expérience avec les haters. Moi, quand je me suis lancé au début, j'ai eu mes premiers haters extrêmement rapidement. Genre vraiment, je pense au bout de quelques semaines, même pas quelques mois. J'ai eu mes premiers haters parce que je créais du contenu sur les réseaux, je parlais de création de contenu, je parlais de plein de trucs. Et en fait, il y avait ce sentiment que je maîtrisais pas vraiment mon sujet. J'étais très jeune, j'avais 20 ans, voilà, je bricolais un peu comme je pouvais. Et en fait, les gens, forcément, voyaient un peu ça en mode, ok, mais qui t'es pour nous donner des conseils Est-ce que tu t'es vu T'as aucune expertise, tu connais rien à la vie, donc en gros, tais-toi et retourne travailler à l'usine, tu vois. Donc c'était un petit peu ça au début, et forcément, les premiers que j'ai eus m'ont fait extrêmement mal. Ça, vous devez le comprendre. Tous les gens aujourd'hui qui sont hyper à l'aise avec la critique, moi je le suis aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez faire ce que vous voulez sur Internet. Hein. Vous pouvez m'insulter, vous pouvez mettre des... Je sais pas, vous pouvez faire ce que vous voulez. J'ai reçu des insultes, j'ai déjà tout reçu. Aujourd'hui, ça ne me fait plus rien. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui ça me fait rien qu'à l'époque ça ne me faisait rien. Donc il y a cette notion aussi de vous dire à quel stade est-ce que vous vous situez. De sorte à ce que si aujourd'hui vous êtes mal à l'aise avec ça, vous avez du mal à encaisser les critiques, bah, si vous êtes au début, je vous rassure, c'est tout à fait normal. Donc au début, moi, je les prenais comme ils venaient, j'avais du mal à les encaisser. Donc ce que je faisais de suite, c'est vraiment le premier truc que j'ai fait, le premier réflexe que j'ai eu, et je vais pas le faire là en vidéo, parce qu'on est en podcast, mais si je vous ouvre mon téléphone, que je vais sur Instagram, que je vais dans la liste des comptes bloqués, des comptes restreints, je peux vous dire que vous allez rigoler, parce qu'il y en a un paquet. Il y en a peut-être 200-300, je crois. En fait, c'est vraiment ce que je faisais direct. C'est-à-dire que dès qu'il y avait quelqu'un qui laissait, et pareil sur YouTube d'ailleurs, hein, dès qu'il y avait quelqu'un qui laissait son petit commentaire inutile et négatif, je bloquais. Donc je masquais l'utilisateur sur la chaîne, sur YouTube, et je bloquais sur Instagram. Je me posais même pas la question de savoir est-ce que je réponds pas, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'il pense, oui mais est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a pas raison. Je bloquais direct et on passait à autre chose. 2 notions importantes là-dedans. Première notion, je bloquais, je supprimais, donc c'était supprimé automatiquement, que les commentaires non pertinents et négatifs, les gens qui insultent, etc. Si c'était une critique constructive, c'est totalement différent. Deuxième chose, il y a un truc magique avec le blocage que moi je ressentais, c'est qu'en fait, j'avais cette impression d'avoir une gomme magique qui gommait dans ma tête. Vous savez, la pancine dans Harry Potter, j'avais l'impression d'enlever, hop, donc de mettre le commentaire dans une pancine, et de suite, peut-être 5 minutes après, j'y pensais déjà plus. Parce qu'il y avait ce truc magique de le commentaire il est bloqué, la personne elle est bloquée, elle peut plus laisser de commentaire, le commentaire n'existe plus finalement, et c'est comme s'il n'avait jamais existé. Donc c'était hyper drastique. Moi j'ai toujours fonctionné comme ça, et je trouve ça extrêmement utile. Pourquoi c'est utile ? Parce que ça ne sert à rien de discuter avec des connards. Je dis les termes. Les gens qui, et encore une fois on parle pas de commentaires constructifs, négatifs mais constructifs, on parle de haine, de ce que vous voulez, ça sert à rien de discuter avec eux, ça sert à rien de débattre avec eux. Enfin moi en tout cas j'ai ni l'énergie ni quoi que ce soit pour débattre avec eux, pour expliquer qu'en fait non, moi je suis un bon formateur, etc. Non, j'ai pas le temps pour ça. Donc les gens qui m'insultent, qui me traitent de fils de machin, qui me taclent sur le physique ou ce que vous voulez, hop, c'est bloqué, et puis moi je continue ma vie. Donc il y a peut-être des gens qui vont pas être d'accord avec ça, qui vont peut-être dire mais faut éduquer machin. Moi franchement j'ai pas le temps d'éduquer les connards, donc je bloque et je passe à autre chose. Croyez-moi, ça me fait beaucoup de bien au moral. Ça c'est pour la partie au début, quand on débute, quand on n'est pas à l'aise avec la critique. Et vous allez voir que bizarrement, et malheureusement, encore une fois, la critique, en fait, elle va un peu vous suivre tout au long de votre parcours. Alors, vous allez voir qu'il y a un stade, quand vous allez avoir de l'autorité, de la preuve sociale, etc., ça va quand même bien se réduire. Moi, en tout cas, c'est vrai qu'à l'époque, je me prenais beaucoup de tacles quand je démarrais, parce qu'en fait, les gens pensaient que j'allais jamais réussir, ce genre de trucs. Et en fait, quand vous commencez à avoir une autorité, de l'expérience, quand vous commencez à avoir des témoignages, les preuves de résultats, finalement, là, évidemment, ça va se calmer, mais il y en aura forcément toujours un ou deux. Et en fait, la critique, ou l'aisance avec la critique, c'est un peu comme un muscle. C'est-à-dire que, bizarrement, et malheureusement, plus on en reçoit, plus on est bizarrement à l'aise avec ça.
Et en fait, aujourd'hui, c'est pour ça que je vous disais, moi, aujourd'hui, je suis très à l'aise avec ça. Ça ne me fait plus rien parce que j'ai compris avec le temps qu'en fait, ces gens étaient des gens tristes et malheureux. Et en fait, limite, j'ai de l'empathie et de la peine pour eux parce que je me dis, merde, faut être quand même sacrément mal dans ta vie pour laisser ce genre de commentaires sur Internet, tu vois. Et du coup, ça me fait de la peine. J'ai envie de leur envoyer un petit PayPal là pour qu'ils aillent s'acheter quelque chose, qu'ils aillent au restaurant, qu'ils se fassent un peu plaisir parce que bref, donc en gros, vous avez compris l'idée, aujourd'hui je le vis beaucoup mieux. Et donc aujourd'hui, comment je traite ? Bah en fait, aujourd'hui où je laisse couler, c'est-à-dire que en fait c'est simple, aujourd'hui c'est carrément même plus moi qui traite les commentaires, etc. Je traite juste les DM, et les gens par DM sont très polis, donc il n'y a pas de problème. Donc en gros je laisse couler parce que je regarde même plus les commentaires sur YouTube, sur Insta, etc. Donc je les vois pas. Et parfois même, ça m'arrive de jouer un peu avec eux. Alors ça, c'est mon petit côté sadique, surtout sur les posts qui peut-être ont tendance à bien marcher. Pourquoi ? Parce que ça crée du reach, les gens réagissent, etc. C'est marrant. Mais encore une fois, ça reste dans la bonne ambiance. Moi, je fais ça en bon enfant. Si c'est vraiment une critique sur le physique ou un truc vraiment méchant, bon, bah, ça, je supprime ou même pas, je laisse couler parce que j'ai l'habitude. Par contre, si c'est un truc un peu sur le côté formation, etc., bah, je joue un peu avec eux, je réponds. Il y a une personne qui m'a laissé un commentaire sous une de mes pubs là, hier soir. Donc une pub en story où en fait je disais aux gens, bah voilà, si jamais vous êtes entrepreneur, que vous voulez développer votre business sur Instagram, j'ai un truc pour vous. Et la personne a commenté, la seule chose que j'entends, entre guillemets, c'est blablabla, blablabla, blablabla. Et donc c'est un petit tacle que j'ai pris, c'est marrant. Et donc ce matin je lui ai répondu, heureusement que j'ai mis les sous-titres, comme ça t'as pu lire ce qu'il y avait décrit. Et aujourd'hui, voilà, je fais ça. Aujourd'hui, je joue un peu sur certains commentaires, d'autres je laisse couler, on bloque, on supprime si c'est vraiment trop insultant, ce genre de truc. Mais faut juste savoir qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise avec. Donc, comprenez vraiment tout ça. Faites un petit peu aussi comme vous le sentez. Mais je trouvais bon d'en parler un petit peu. Malheureusement, j'aimerais bien qu'il n'y en ait plus, mais je suis assez attristé de penser qu'il y en aura toujours, parce qu'il y aura toujours des cons. Et moi, c'est vrai, personnellement, que les bloquer dès le départ, ça m'aidait énormément, le temps de prendre confiance en moi et confiance en ce que je faisais. Leçon suivante et avant-dernière leçon, il s'agit de la stratégie ultime pour faire des milliards de vues sur Instagram. Alors, cette stratégie, c'est quoi ? Vous avez sans doute vu passer des gens qui en ont beaucoup parlé. C'est les réels d'essai. Donc les réels d'essai, pour remettre un peu de contexte sur ce que c'est en gros des réels que vous allez pouvoir poster sur Instagram. Donc vous allez sur Insta, vous postez un réel, et en fait avant de le poster, il y a un petit onglet, c'est écrit réel d'essai, vous cochez cet onglet-là, cette case-là. Et ça en fait, ça va faire en sorte que votre réel va être posté sur Instagram, mais ne va pas être montré à votre audience, aux gens qui vous suivent. En gros, c'est comme envoyer un email, on exclut notre audience du mail, et bah là, c'est exactement la même chose. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça en place ? Bah, j'en ai aucune idée, mais il y a des petits malins qui ont trouvé une stratégie assez intéressante, et je voulais en parler avec vous parce que je pense qu'il y a mieux à faire. Des petits malins qui ont trouvé une strat assez intéressante qui est en fait de prendre vos réels sur Instagram qui ont le mieux marché et de les reposter en réel. Et donc en fait, vous les prenez, vous les téléchargez et vous les repostez en réel. Et vous faites ça tous les jours. Tous les jours, vous postez un réel comme ça d'essai, donc des réels qui ont marché, vous les postez encore et encore et encore et encore. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'en fait, vous pouvez spammer entre guillemets la terre entière de vos réels, vu que votre audience, les gens qui vous suivent, ne vont pas voir ces réels d'essai. Donc, c'est une strat que j'ai testée, que je trouve intéressante. Maintenant, c'est pas, je trouve, entre guillemets, moi, pour mes résultats, une strat qui a énormément marché. Par contre, j'ai deux théories que je vais justement tester et mettre en place, et peut-être qu'on fera le point le mois prochain. La première théorie, c'est que c'est pas la plus efficace c'est la deuxième. Et oui, il faut rester un petit peu plus sur le podcast pour écouter. Mais la première théorie, c'est qu'en fait, c'est un très bon format pour tester des accroches. En fait, ce que vous pouvez faire avec le réel d'essai, c'est que vu que vous pouvez en fait poster à l'infini des réels sans saouler votre audience, bah en fait, vous pouvez avoir ce truc où en gros, vous prenez un réel et juste vous changez le titre, vous changez l'accroche, vous changez le texte, vous changez l'image, vous changez un élément et vous faites plein de tests comme ça et puis vous voyez un petit peu qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça permet d'avoir de la donnée. Et puis ça donne plus de chances à ce qu'un réel finalement performe. Maintenant, je trouve pas que ce soit la strat la plus efficace. Moi je trouve qu'il y a une strat qui est encore plus efficace, que je vais tester, je vous l'ai dit, le mois prochain. Et cette strat c'est quoi ? C'est finalement d'utiliser les réels d'essai pour ce qu'ils sont vraiment. Et un réel d'essai c'est quoi ? C'est un réel qu'on essaye, comme son nom l'indique. En fait, la nature même de cette fonctionnalité, c'est de prendre un réel, de le poster, voir si ça marche ou pas, et si ça marche, on le montre à notre audience. Et ce que je vais tester sur le mois
de mars, voire avril, en fonction de comment avance la formation, le ticket de funnel, vous aurez compris, c'est qu'en fait, je ne vais pas reposter ce que j'ai déjà posté, ce qui a marché, mais je vais créer des réels exprès. Je vais créer des réels exprès pour montrer à une audience qui ne me suit pas encore. Et là, vous allez me dire, mais Tony, pourquoi tu fais ça ? Parce que un réel que tu crées, tu peux très bien le montrer à ton audience. Je vois pas l'intérêt de le montrer que à des gens qui ne te suivent pas. Parce qu'en fait, vous devez comprendre deux choses. La première, c'est que des gens qui vous suivent et des gens qui ne vous suivent pas ne réagissent pas du tout à la même chose. Parce que ils vous connaissent, ils vous connaissent pas. Donc forcément, c'est pas du tout la même façon d'aborder le contenu. Deuxièmement, les sujets ne sont pas non plus les mêmes. En fait, ce qui est hyper intéressant avec les réels d'essai, c'est qu'on peut très facilement faire beaucoup de contenus qui sont axés sur le niveau 0 de votre thématique. Quand je dis niveau 0, c'est tous les contenus de base, donc les 3 méthodes pour, perdre du poids facilement, l'astuce secrète et ultime jamais utilisée pour faire je ne sais quoi, et vraiment des trucs qui sont au niveau, quand je dis niveau 0, c'est au niveau débutant. Pourquoi ? Parce que c'est les sujets qui sont les plus viraux, c'est les sujets de masse, et c'est les trucs qui intéressent le plus de personnes. Et en fait, ça aujourd'hui, moi, à titre personnel, c'est un truc que je ne fais plus sur mon compte Instagram, ou en tout cas beaucoup moins, parce que justement, j'ai une audience qui est éduquée sur le sujet, j'ai une audience qui connaît déjà beaucoup de ces méthodes-là et ces stratégies, et j'ai pas envie en fait de spammer mon audience de réels comme ça, de 3, 4, 5 réels par semaine, où à chaque fois je vais répéter, voilà, si tu veux développer ton compte Instagram, alors ta bio il faut mettre ça, alors les paramètres de ton compte il faut activer ça, et ça, et ça, et ça, etc. Donc je dis pas que ça va intéresser personne, mais je dis juste que justement le pouvoir des réels d'essai, c'est d'en faire en masse. C'est vraiment de vous dire, je fais un réel par jour qui est travaillé pour du SEO, qui est travaillé pour du reach, qui est travaillé pour une nouvelle audience, et je vais faire les trucs les plus accrocheurs possibles. Et en fait, vu que c'est des sujets souvent qui sont moins avancés, en fait, les gens qui vous suivent et qui consomment votre contenu, qui sont peut-être plus avancés, eux, vous pouvez évidemment leur proposer du contenu qui est plus avancé, sur des problématiques plus poussées, sur des sujets idéologiques ou ce genre d'éléments. Et donc, moi, c'est en ce sens que je trouve le réel d'essai hyper intéressant. C'est un peu à l'image de YouTube, j'aime bien appeler ça comme ça, c'est ce que j'appelle les contenus SEO. Les contenus SEO, c'est vraiment les contenus où on va se poser des questions. C'est vraiment genre la question ultime qu'on se pose dans une thématique. Sur Instagram, c'est comment avoir plus d'abonnés sur Instagram. Et là, vous prenez cet axe-là et vous le segmentez finalement en 15 idées. Par exemple, 3 astuces si tu veux développer ton compte Instagram cette semaine. Les 3 erreurs à éviter si tu veux développer ton compte Instagram cette semaine. Les 5 réglages à faire si tu veux développer ton compte Instagram cette semaine. Et ça, en fait, quand vous le faites au format réel d'essai, en fait, vous pouvez vraiment faire un par jour et spammer finalement la plateforme, puisque les gens qui vous suivent ne voient pas ces réels-là. Encore une fois, c'est bien important de comprendre que ça dépend aussi où se situe votre business, où se situe votre audience. Moi, aujourd'hui, je considère que beaucoup de personnes qui me suivent ont déjà vu passer ces réels-là, ces contenus-là, et sont adeptes, les ont consommés et sont compétents et maîtrisent le sujet, donc je ne vais pas les spammer 40 fois par semaine avec ça. Une fois de temps en temps, ça suffit. Par contre, je vais créer du contenu pour eux qui est plus avancé, et je vais me concentrer justement sur les réels d'essai qui sont beaucoup plus mainstream. On va voir ça comme ça. Donc voilà, format à tester, on fera le point évidemment dans le prochain épisode, format long. On va pas faire ça la semaine prochaine, le temps que je mette ça en place et que je teste tout ça. Dernière leçon qui vient d'une discussion que j'ai eue avec un ami à moi sur la vraie quête de liberté. En fait, en parlant de ça, on a fait un peu un constat finalement de l'entrepreneuriat français, on a fait un constat des entrepreneurs du web, des formateurs en ligne, etc. Parce que vous le savez, si vous me suivez, moi je fais ça depuis 2017, donc ça va faire 8 ans maintenant. Je suis un bon dinosaure. Dans 2 ans, on souffle les bougies, 10 ans d'internet, vous imaginez, 10 ans de business en ligne. Et donc forcément, des choses en 8 ans, j'en ai vu passer beaucoup. Des très bonnes, des moins bonnes, des gens qui ont tout raflé et qui ont du mérite, des gens qui ont tout raflé et qui sont partis avec la caisse. Enfin bref, j'ai vu beaucoup d'histoires comme ça, beaucoup de choses changer, évoluer, et notamment, justement, la quête de liberté. En fait, la quête de liberté, à l'époque, quand je me suis lancé en 2017, c'était vraiment la raison pour laquelle les gens se lançaient. À cette époque-là, on appelait ça portait d'ailleurs un nom qui a disparu un petit peu, qui est passé un peu sous les radars maintenant. C'est ce qu'on appelait les web entrepreneurs. Et si vous connaissez ce terme, si vous l'avez entendu déjà, c'est que vous êtes suffisamment vieux, vous avez suffisamment d'expérience, vous connaissiez déjà l'entrepreneuriat il y a quelques années. Donc on appelait ça les web entrepreneurs. C'était en fait des digital nomades. C'était des gens qui
prenaient leur ordi, puis en fait partaient souvent en Thaïlande, en Asie, au Cambodge, au Vietnam, ce genre de trucs, monter leur petit business en ligne. Et en fait, leur objectif à l'époque, parce que moi je suivais ces gens-là, j'étais un mec comme ça, je suis toujours d'ailleurs un mec comme ça, ces gens-là, en fait, leur objectif, c'était juste la liberté. C'était en fait de prendre, encore une fois, leur PC, et puis de partir voyager, de découvrir le monde, apprendre des choses, vivre une expérience différente, en ayant dans leur sac à dos, finalement, leur business. Et en fait, avoir cette liberté de se dire, bah mon business, c'est moi, je l'emmène partout avec moi, et je bosse 2-3 heures par jour, et puis après, bah, je vais faire de la plongée, et puis après, je vais me faire masser, puis après, je vais manger, je vais faire un sunset, et puis après, je vais voir des potes, je vais rencontrer des gens, je vais dans des coworking, je vais faire des trucs, je vais vivre en fait. Et ça, à l'époque, c'était la quête de liberté. C'était la raison fondamentale qui poussait les gens à se lancer. Et j'ai l'impression que cette quête-là, elle a changé. Et c'est tout le sujet de la discussion qu'on a eue, c'est que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, bah, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont changé cette quête de liberté, mais qui ne l'ont pas changé consciemment. C'est-à-dire que c'est le marché qui l'a fait changer. C'est-à-dire qu'on a tellement été habitué, on a tellement évolué dans ce truc de setup parfait, de grosse équipe, de gagner beaucoup d'argent, Dubaï, Lamborghini, machin, on a tellement parlé de chiffres, de dizaines, de centaines de milliers d'euros par mois, lancez-vous, démarrez de zéro et faites 10 000 euros dès les 30 premiers jours. On a tellement été entouré de tous ces sujets-là que, sans même s'en rendre compte, notre quête de liberté, notre shift, il a changé. Et il est passé de moi, mon goal, c'est de gagner 3 000 euros par mois, de vivre ma best life et d'être vraiment libre, à bah moi, mon objectif, c'est de faire 40 000 euros par mois, c'est d'avoir des équipes, de prendre des bureaux, et puis après, je vais déménager là parce que je paye moins d'impôts, et puis après, je vais faire ça, et puis après, je vais investir là-dedans, et puis c'est pas grave si je bosse 60 heures par semaine, parce qu'en fait, moi, mon goal, c'est de devenir millionnaire avant mes 23 ans, et en fait, j'ai aucun problème avec ça. J'ai aucun problème avec les bureaux, avec les grosses équipes, avec tout ça. Enfin, je m'en fous littéralement, vous faites ce que vous voulez. J'ai un problème avec les gens qui fondamentalement ne sont pas faits pour ça. J'ai un problème avec les gens qui sont désalignés. Et c'est pas un problème en soi. J'ai pas de problème avec ces gens-là. Je veux juste les remettre dans le droit chemin. Je veux juste leur expliquer à ces gens, j'ai failli faire partie de ces gens-là. Je connais beaucoup de personnes qui ont basculé de ce côté-là. Je veux juste rappeler à ces gens que si la raison fondamentale pour laquelle ils se sont lancés, c'est la liberté, c'est le plaisir de vouloir faire ce qu'on veut quand on veut, le plaisir de vouloir prendre un day off parce qu'on a envie de prendre un day off et pas parce qu'on a un agenda qui est vide, parce qu'en fait nos équipes sont en vacances, eh bien, vous allez tôt ou tard, croyez-moi, revenir à ce qui était votre essence fondamentale, c'est-à-dire la vraie quête de liberté. Et cette quête de liberté, vous l'imagez comme vous le souhaitez. Moi, évidemment, j'ai pris l'image du backpacker, etc. parce que j'étais comme ça à l'époque. Je suis toujours comme ça, avec un peu plus de valises maintenant. Mais l'idée, en fait, de vivre des expériences à l'étranger, ça me plaît beaucoup. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Si vous, votre kiff, c'est d'habiter en France, dans une petite campagne, d'avoir vos animaux, d'avoir un jardin, de cultiver la terre, de faire des trucs, et en fait, d'avoir un business dans lequel vous bossez 2-3 heures par jour pour financer ce lifestyle-là, ben en fait, c'est OK. En fait, du moment que ça vous convient, c'est tout ce qui compte. Mais la raison pour laquelle je parle de cette leçon-là, c'est parce qu'il y a plein de gens qui, dans l'idéal, veulent cette vie-là, mais ont pris une direction qui est tout autre. C'est-à-dire ont pris une direction avec tout ce que je disais avant. Les bureaux, le métro le matin pour aller au bureau, alors qu'en fait, le métro, c'est tout ce qu'on a voulu fuir. Et tous ces systèmes et tous ces modèles et des coûts complexes et des machins pour quelque chose qui, fondamentalement, ne leur correspond pas. Donc, pour ça, moi, il y a 2 exercices que j'aime beaucoup. Si vous ressentez dans ce que je dis, si vous trouvez que ça vous parle, si vous trouvez justement que parfois, vous prenez pas les bonnes décisions, vous partez un peu dans la mauvaise direction, vous êtes trop happé par l'argent, par ce truc de, ouais, il y a un tel qui a fait beaucoup, donc moi je vais faire pareil, donc moi je vais recruter, je vais machin, je vais grossir les équipes, je vais scaler, et sans même se rendre compte de ce qu'implique réellement ce mot, posez-vous 2 questions. La première, c'est quelle est votre journée idéal. C'est la question qui vaut de l'or. C'est quoi votre journée de rêve en fait ? C'est quoi votre journée idéale ? C'est la journée, et la journée idéale, c'est pas une journée. Il faut comprendre ça. La journée idéale, parce que je sais que les gens vont me dire, moi la journée idéale en fait c'est que je me lève le matin, je suis au bord de la plage, puis en fait je sirote un cocktail, et puis voilà, je vais faire du sport, puis après je rentre, puis je me fais masser, puis le soir je vais au resto. Non. La journée idéale, c'est quelle est la journée que vous pourrez répéter toute l'année sans
sans trop de problèmes en fait. Juste en mode, ok, ça c'est les contraintes, ça c'est les avantages, et en fait ça me va. Parce que évidemment, il y a toujours des contraintes qui viennent avec certains avantages. Mais c'est quoi cette journée-là? À quelle heure vous vous levez? Où est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Combien vous dépensez? Qu'est-ce que vous vivez? Avec qui vous le vivez? Je sais pas moi, je me lève à 6h, puis après je vais au sport, puis après je fais de la méditation, puis après je fais un bain froid, puis je rentre chez moi, et puis je me prépare un bon petit plat, et puis après je mange, et puis et l'après-midi, j'avise. Je peux bosser à la maison si j'ai envie, mais en fait je peux aussi bosser dans un café, parce que moi j'ai mon petit ordi. Où vous êtes, dans quel pays vous êtes, où est-ce que vous vivez, avec qui? Et toutes ces questions-là, et vous définissez cette journée. Et en fait, à partir de cette journée, là vous vous posez des questions. Est-ce que aujourd'hui j'ai cette journée? Ce qui n'est pas problématique si vous ne l'avez pas. Mais surtout, est-ce que les choix que je fais aujourd'hui, les projets que je lance aujourd'hui, les décisions que je prends, me mènent, oui ou non, vers cette journée-là? Je vous prends un exemple. Vous êtes prestataire de service. Votre journée idéale, c'est une journée dans laquelle vous pouvez envoyer chez tout le monde et vous n'avez pas envie de bosser, vous ne bossez pas. Eh bien, ça veut dire qu'il faut trouver des modèles où vous n'êtes pas obligé d'avoir une présence quand vous bossez. Vous pouvez peut-être avoir des revenus complémentaires qui vous permettent d'annuler certaines tâches pour avoir moins de travail. Et la question, c'est est-ce que oui ou non, vous mettez aujourd'hui en place des projets qui permettent de soutenir ce truc-là? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui avec 1 milliard d'euros? On ne parle pas de millions d'euros, on parle de milliards. 1 milliard, pas qu'est-ce que vous faites en mode je vais acheter ça, je vais faire ça. Non. À quoi ressemble votre vie ou votre journée? Même question. Et pourquoi elle est intéressante? Parce qu'elle vient omettre en fait le prisme de l'argent. Elle vient enlever ce prisme de « je fais ça pour l'argent ». Alors évidemment, c'est une question qui n'est pas réelle, donc qui va forcément amener une réponse parfois un peu biaisée. Mais c'est une question qui dans le fond est intéressante parce qu'elle permet d'éclairer certains points. Si demain vous aviez tout l'argent du monde, est-ce que oui ou non vous bosseriez avec ce client? Est-ce que oui ou non vous continueriez à créer du contenu? Est-ce que ou non vous feriez ce projet-là, vous lanceriez dans ce projet-là, vous feriez cette tâche-là? Est-ce que vous ne préfériez pas un autre modèle différent qui vous permet vraiment d'être épanoui quand vous faites le truc? Donc, 2 questions que je trouve intéressantes. Ces 2 questions notamment dont je parle dans mon livre Solopreneur. Parce qu'au début, il y a une grosse partie sur l'introspection qui est très importante parce que quand on ne se comprend pas soi-même, on ne peut pas comprendre le monde. On ne peut pas comprendre finalement comment on veut évoluer dans ce monde-là. Donc, voilà pour cette quête de liberté. Et voilà pour cet épisode de podcast. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si jamais, checkez tous les liens qui sont juste en dessous. Le low ticket funnel, le pack sur le système, la réouverture des calls, mon livre aussi. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de podcast. C'était Tony. Ciao.